Les mois d'entraînement dans la Légion Freies Indian et le froid humide des Pays-Bas à servir l'Indische Infantry Regiment 950, à surveiller un invisible mur de sable et de béton, avaient eu raison de mon enthousiasme. Heureusement, ici, sur ce cordon dunaire de Gironde, le climat était plus doux, le soleil plus chaud, le ciel plus lumineux. Aux heures laborieuses, à mettre en œuvre des batteries côtières pour fortifier un mur que rien ni personne ne semblait vouloir attaquer, avait succédé le parfum des pins, des immortels, le chant des cigales et du vent dans les gourbets. Il nous faut confier la mission de surveiller la construction d'une citerne pour répondre aux besoins en eau potable des soldats du campement. Les heures s'étaient muées en jours, en semaines, puis en mois. Que faisions-nous sur cette interminable bande de sable balayée par les vents de mer, et ce sel humide qui nous collait sans cesse à la peau? Lorsque le soir tombait et que le vent se faisait plus piquant, je fermais les yeux un instant pour chasser les grains de sable soulevés par le vent, et alors les mots de mes prières d'enfant me revenaient en mémoire. Ô mon âme, tu es l'incarnation de la lumière, connais ton essence. Ô mon âme, le Seigneur est toujours avec toi. À travers la parole du gourou, jouis de son amour. Connaissant ton essence, tu connais ton Seigneur, et tu connais le mystère de la naissance et de la mort. Indéfiniment, je scrutais l'horizon, ligne bleue ou grise, infinie sans aucun signe de vie. Et sans cesse, ces ordres criaient en anglais et en allemand. Absurdité de ce lieu, de ces hommes, de ces officiers obligés d'utiliser la langue de leurs propres ennemis pour diriger leurs hommes. Nous étions tous tellement différents, des Indiens, des Afghans, des Hindous, des musulmans, des Sikhs, et pourtant nous étions tous faits du même sang. Guru Nanak n'avait-il pas enseigné qu'il n'existe aucune différence entre hommes et femmes, entre castes, entre religions, entre origines ethniques? Qu'aurait-il pensé de cette guerre contre le vent et le sable? Qu'aurait-il dit de ces bataillons d'hommes, tous à la fois chrétiens, hindous, sikhs et musulmans? N'aurait-il pas ri de ces hommes coulant des tonnes de béton du soir au matin, érigeant un mur d'erreur et ne vivant que dans un monde de désirs matériels? Quand le soir je rentrais au baraquement situé en arrière de l'Alexandre, je retrouvais avec joie deux autres Pendjabis, qui étaient arrivés à Carcan en même temps que moi. Loin des regards et des ordres, les sons de ma langue natale me faisaient un doux miel au cœur. Nous parlions de nos gourdouaras préférés et nous montrions fièrement nos kandas brodés à l'intérieur de nos vestes. Il courait une blague dans le camp qui n'amusait que les soldats allemands. Il se disait qu'Hitler considérait notre légion indienne comme une plaisanterie et que nous, les braves sikhs, n'étions bons qu'à faire tourner des moulins à prière. Ces paroles nous blessaient au plus haut point, et je devais me contrôler pour ne pas provoquer les soldats qui nous montraient du doigt. Lorsque la tension montait un peu, le commandant du campement savait nous réunir et nous traduire le discours qu'avait tenu le Führer au moment de notre incorporation. Vous avez la chance d'être né dans un pays de glorieuses traditions culturelles et d'une puissance humaine colossale. Je suis impressionné par la passion brûlante avec laquelle vous et votre chef cherchez à libérer votre pays de la domination étrangère. Je le salue et l'Allemagne le salue. C'est le devoir de tous les Indiens de l'accepter comme leur guide et de lui obéir sans hésiter. Je ne doute pas que si vous faites cela, son action conduira très bientôt l'Inde à la liberté. Et alors, nous reprenions espoir. Nous avions même parfois l'impression de faire partie d'une grande famille, où hindous, sikhs, noirs, allemands, français, œuvraient dans le même but, celui d'apporter l'eau potable aux locaux, construire des voies d'accès ou encore défricher la forêt. Les officiers allemands nous confiaient parfois d'autres missions que l'observation à la jumelle de l'horizon. Nous étions chargés, par exemple, de contrôler tous les habitants français qui voulaient traverser les ponts qui enjambaient le canal. Lorsque l'heure du déjeuner arrivait, et que nous savions que pour quelques heures plus personne ne viendrait à passer, nous quittions nos uniformes, défaisons nos turbans et nos kangas, longs peignes qui tenaient nos cheveux et que les soldats allemands nous avaient autorisés à conserver. Nous sautions alors dans le canal et restions là, à nous asperger et à rire. Bref, instant de bonheur, de jeu enfantin, arraché à cette vie interminable, qui, jour après jour, se dépouillait de son sens. Certes, nous perdions un peu de notre superbe, nus, les cheveux défaits
et notre cache trempée, nos grands corps musclés et sombres dans les eaux bleues de ce canal, mais le regard effrayé de ces quelques indigènes partant travailler en forêt, et nous apercevant ainsi nous rappeler que nous appartenions toujours, même à des milliers de kilomètres, au Khalsa, l'ordre sacré chevaleresque des Sikhs, créé en 1699 par Guru Gobind Singh. Et même si les officiers nous avaient ôté depuis bien longtemps notre kara et notre kirpan, sans doute inquiets par ce proverbe dont nous nous réclamions tous, lorsque tous les autres recours ont été épuisés, alors il est parfaitement juste de tirer l'épée. Nous nous sentions indiens et sikhs, jusqu'au plus profond de notre âme.